On va passer un quart d'heure, 20 minutes ensemble avant le déjeuner. Pascal va présenter le CNAP rapidement et peut-être l'historique du projet. Pierre, vous voulez prendre les commandes après, c'est ça? Donc vous rejoindrez Simon à ce moment-là. Simon, Pierre en fait prendra les commandes de CNAP N. Et pendant que Pascal va s'exprimer, on va peut-être regarder le site internet du CNAP pendant ce temps-là. Donc je vous laisse la parole. Merci. Donc rapidement, je voulais revenir sur le cahier des charges et la commande parce que c'est important pour comprendre le projet et en marquer sa différence par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, tout ce qu'on a entendu. Le projet CNAP-N n'a strictement, pas grand-chose à voir, je dirais, avec ce qui a été évoqué. Pour la bonne raison que ça n'est pas un site, du tout, ni un CNAP virtuel. Le CNAP, qui est un établissement, donc, a un site internet, on voit. Je pense qu'on peut aussi aller sur la page du site. Et par contre, il est bien clair que CNAP-N est une œuvre. Et c'est un générateur de collection, comme l'expliquera, je crois, mieux que moi, Pierre. En revanche, je voulais rappeler que le CNAP est un établissement du ministère de la Culture qui a 2 départements, un soutien à la création et une collection, la collection nationale, donc gérée par le CNAP. Mais la particularité, c'est que cette collection n'a pas de mur. Donc c'est un musée, une collection virtuelle en tant que telle, sans mur, dès que les œuvres sont acquises, déjà depuis à peu près un siècle, puisque l'historique du fonds, c'est les anciennes commandes de l'État. En tout cas, il y a à peu près 100 000 œuvres, mais en tout cas, dès qu'elles sont acquises, soit elles rejoignent les réserves, soit elles partent en prêt et dépôt, en exposition et de multiples projets. Donc, la question du lieu à visiter ou la question du lieu tout court ne se pose pas, contrairement au Louvre, à Beaubourg, etc., puisqu'il n'y a pas de lieu et il n'y en aura pas. Et même contrairement aux FRAC qui ont des lieux. Des murs, voilà, c'est un musée sans murs. Donc, la commande était effectivement adossée au site internet, qui lui, par contre, est un site d'information générale, bien sûr, de proposer un projet qui travaillerait sur la collection principalement et de manière à la générer des expositions, générer de manière exponentielle aussi des commissariats, etc., et d'autres projets, de l'édition aussi d'ailleurs. Donc ça, Pierre va présenter le projet. En arrière-plan aussi de la commande, il y avait deux artistes. Le Corbusier avec son musée sans fin, qui d'ailleurs était un projet qui n'a jamais été réalisé, mais qui était un projet aussi qui portait en lui-même une idée de virtualité et d'expansion. Et puis d'autre part aussi à Warburg, le fameux atlas, la fameuse histoire de l'art racontée à travers des images sans texte. Donc c'était aussi ce qui nous avait donné l'idée de proposer à Pierre Giner, à partir un peu de ce cadre-là, de créer son projet. Et sa réponse a été celle que vous allez voir. Donc, vous pouvez, d'une manière un peu pratique, avant de lui passer la parole, vous pouvez donc sur le site du CNAP, il va vous le dire, et Annabelle aussi, c'est un peu son rôle, vous pouvez aller vous-même plus tard expérimenter le générateur. Par ailleurs aussi, vous pouvez également télécharger ou regarder une publication, puisqu'on a souhaité, donc on peut la montrer, on a souhaité aussi que ce projet existe dans l'espace du papier. Et dans ce projet d'édition, il y a un historique du projet, mais il y a aussi des textes de parrains ou en tout cas de supporters du projet qui sont Patrick Bouchain, François Quintin par exemple. Enfin voilà, il y a aussi des personnes extérieures au CNAP, je vais venir, qui sont intellectuellement associées au projet et qui ont souhaité écrire aussi sur le projet. Donc vous retrouverez leurs textes dans la publication papier. Et puis également, mais ça je vais laisser Annabelle en parler, tout ce qui concerne les applications. Voilà. Oui, alors bonjour. Donc déjà, pour vous parler un peu de la politique numérique du CNAP, pour recontextualiser, nous sommes 2 au service de la communication. Donc moi, je m'occupe notamment du contenu sur le site internet, sur knap.fr, où vous allez pouvoir télécharger justement la brochure sur CNAP-N, qui est en page d'accueil actuellement. Moi, quand je suis arrivée il y a 1 an, il y avait une page Facebook, un profil Facebook, donc on a arrêté le profil, on l'a transformé en page Facebook. Voilà, j'ai lancé une chaîne Dailymotion au mois de janvier. Voilà, donc là qui stagne un peu, mais on est en train de préparer de nouveaux contenus.
On n'a pas de Twitter parce qu'on n'a pas le temps. Également, nous travaillons sur une version web mobile de notre site internet. Knappen existe en site internet et également en application mobile. Mais l'application mobile, c'était plutôt une application événementielle liée à l'exposition Collector qui s'est déroulée à Lille de octobre à janvier. Voilà pour le moment numérique du CNAP. Est-ce que Pierre, volontairement, je ne vous ai pas présenté, est-ce que vous pouvez dire un peu ce que vous avez fait avant de venir à Knappen, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Votre vie, votre œuvre. C'est super dur. En 1 minute. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, moi, je suis artiste contemporain et je m'occupe... la question qui m'intéresse, c'est de... Enfin, il y en a plein, des questions qui m'intéressent. C'est de travailler sur des grands ensembles. Voilà, donner forme à des grands ensembles. Des grands ensembles qui ne seraient pas forcément produits par moi. Enfin, même très souvent, pas produits par moi du tout. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux objets qui existent dans la sphère du numérique, et par exemple, qui sont produits par nous tous. Nos images, nos emails, nos liens. Et c'est un nouveau matériau, et quand on se dit... Quand un artiste a une pratique, il a une pratique d'un matériau, et moi, mon matériau, c'est l'information. Et c'est l'information produite par d'autres. Il s'avère que... Alors, qu'est-ce que j'ai produit? J'ai produit, par exemple, donc je fais artiste, commissaire, scénographe, parce que finalement, s'occuper de ces nouveaux objets oblige à se reposer toutes les questions. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, quand on fait artiste... on doit donner du sens à peu près à tout ce qu'on touche, ou essayer de choisir des choses. Et donc j'ai fait une exposition qui s'appelle Museo Games il y a 2 ans, aux Arts et Métiers. Enfin, je n'étais pas tout seul, mais voilà, donc j'ai fait... La question, c'était une histoire du jeu au travers des consoles et au travers des jeux, mais surtout au travers du joueur. Donc c'est une exposition qui montrait très bien le joueur. C'était une exposition qui était jouable. Moi, je pense que l'une des questions qu'on a à se poser à propos de ces objets numériques, et même du musée ayant désormais son pendant numérique, ou en tout cas pour moi c'est des sphères qui seraient une sphère réelle liée à une sphère virtuelle, et auxquelles le spectateur contribue en permanence, justement en venant se photographier, en disant qu'il aime bien, en donnant rendez-vous, enfin voilà, c'est de se dire cette sphère numérique, enfin, ou ce nouvel espace, à quelle forme il est, ou plutôt, oui, à quelle forme il pourra donner lieu. Bon, ça c'est le travail d'un artiste. Je ne sais pas si c'est produire des formes et produire des expériences à partir dans l'espace collectif et d'une façon singulière. Voilà. Alors Knappen, c'est ça. Ce n'est pas un site corporate. J'en remercie le CNAP qui m'a passé. C'est monté sur une forme très singulière dont le CNAP a la possibilité, qui est de la commande publique faite à un artiste. Donc c'est une proposition arbitraire qui repose sur la matière même du CNAP. C'est-à-dire, on peut taper un mot, voilà, on rentre dans ce générateur. La matière même du CNAP, c'est quoi? C'est une collection, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'œuvres ici, il s'agit d'informations à propos des œuvres. Et donc c'est des images, des notices, voilà, un travail colossal à propos de... Parce qu'elle disait 100 000, ici pour l'instant on n'en traite qu'une dizaine de milliers. Et ce qui est quand même pas mal. Alors à mon avis, ça c'est un point important, c'est-à-dire que le culturel en France est un objet extrêmement sophistiqué, extrêmement développé justement par des gens qui ont, par une sorte d'intelligence scientifique, une intelligence arbitraire qui serait celle, disons, un arbitrage qui serait celui du commissaire, par un public qui est extrêmement instruit aussi, qui vient voir des œuvres, qui a un rapport au musée. Ah tiens, là ça devrait s'afficher, donc il faut peut-être... Voilà. Alors là vous avez une liaison internet un peu lente malheureusement, ce qui est embêtant, peut-être parce qu'on est en Wi-Fi. Que trop de gens sont connectés, il faut que vous vous déconnectiez tous. Donc cet objet est construit sur un premier... Enfin moi la demande qu'on m'a dit... Pierre, excusez-moi, vous voulez aller piloter ou pas? Oui, vous êtes plus à l'aise ou pas? Enfin non, c'est comme vous voulez. Si après je peux vous expliquer comment, déconstruire comment c'est fait. La question qui m'a été posée, c'était rendre visible la collection. Voilà. Ce qui est très beau dans la collection du CNAP, enfin moi ce qui me touche à propos de cette collection, vous pouvez me tenir le micro, c'est le fait qu'elle ne soit pas,
qu'elle ne soit pas entièrement visible, et tout simplement qu'elle ne soit pas entièrement présentable aussi. Qu'elle n'ait pas lieu pour être présentée. Et voilà, il y a une étude sur Facebook qui dit que quand on a plus de 300 amis, c'est plus des amis. Bon, alors quand on a plus de 300 œuvres, ça se trouve, on n'est plus capable de les montrer. Et en tout cas, dans l'espace public. Et du coup, ici, l'intérêt de l'ordinateur, enfin, ou du numérique, c'est de quand même pouvoir manipuler tout cet ensemble. Et de le rendre complètement disponible. Donc le travail a été... Enfin, j'ai essayé de trouver une solution assez simple, et en reprenant les usages de ce que ce serait que montrer une collection. Donc c'est un outil qui fabrique... Oui, là, la liaison est beaucoup trop lente, ce qui fait que les images ne sont pas appelées assez vite. Alors, comment je pourrais vous le remontrer, du coup? Donc moi, j'ai juste fait que ça rejoue ce que serait que... Ouais, là, c'est une catastrophe. Voilà. Ça rejoue ce que serait que monter une exposition. Donc vous rentrez dans ce générateur et vous tapez ce générateur qui circule dans la base de données du CNAP. Et vous tapez un mot. Ce mot donne une forme à une exposition. Vous avez vu, c'est ce que vous voyez au début. C'est, voilà, je tape. Alors je n'ose plus taper parce que j'ai peur de plus recevoir les matériaux assez vite. Ce mot... donc j'ai demandé à Trafic, les graphistes avec qui je travaille, de donner une forme, de produire une typographie qui écrive le mot et qui elle-même soit une typo en 3D, qui vienne juste s'habiller des œuvres qu'on récolterait. Et après ça, c'est une sorte de viewer, vous circulez comme un amateur d'art au milieu du couloir d'une exposition, et vous pouvez savoir quelle est cette œuvre. Au cas où, si vous l'aimez, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, c'est dans la fiche. Ce choix est juste un choix finalement qui est à la fois précis et comment dire et imprécis, au sens où il va chercher par exemple le mot jaune dans un certain nombre de champs de cette fiche que nous n'avons pas remodelé, qui est une fiche d'archivage standard ou standardisée plutôt. Après, il y a d'autres outils. Donc, vous pouvez, c'est un player, vous pouvez revenir en arrière, aller en avant, rejouer les œuvres. Elles sont jouées devant vous, on vous fait visiter. Et en même temps, là, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, j'espère que la liaison sera assez rapide. De ce que vous êtes en train de regarder, qui vous est présenté dans le désordre ou dans un ordre que vous subissez, finalement, on vous fait visiter. Knappen vous fait visiter sa collection ou une partie de sa collection. Alors, je ne sais pas comment je repasse sur l'autre page. Vous pouvez aussi... C'était où? C'était celui-là, peut-être? Où est-ce qu'elle est, la page? J'ai ouvert un PDF, théoriquement. En fait, on peut aussi en générer. Donc là, en fait, ce que vous voyez dans le... Ah, c'est compliqué en si peu de temps. Bon, c'est en train de se construire, ça. Ce que vous voyez à l'écran... Comment je repasse plein pot? Et puis vous me repasserez la fenêtre tout à l'heure. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est le nombre d'œuvres qui ont été trouvées dans votre requête, 95 sur les 8662 œuvres disponibles. Ensuite, vous avez des fonctionnalités, avancer dans cette exposition, revenir en arrière, enfin des choses comme ça. Une autre qui est créer un catalogue, donc, parce que là, vous les voyez de façon... voilà, vous les voyez une à une dans le fil de la circulation. Et en même temps, vous pouvez en voir l'ensemble si on l'a déjà téléchargé. On peut revoir l'autre fenêtre, c'est possible. Si elle est chargée. Elle n'est toujours pas chargée, malheureusement. Et donc, par exemple, on formate un catalogue qui apparaîtra peut-être à la fin de cette présentation. Un catalogue qui vous dit l'ensemble, enfin le choix des œuvres. Et donc que vous pouvez vous approprier. En fait, il s'agit d'un site qui permet à la fois de visualiser cette collection, de la visiter sur un mode curatorial ludique, assez oulipien, et aussi de la partager, c'est-à-dire, mais sur un mode très simple, se dire, j'aime cette œuvre, voilà, j'ai trouvé ça, et je l'envoie par email à quelqu'un d'autre, je l'adresse, et surtout, c'est rendre propriétaire de la collection ou de certaines œuvres, le public, sachant que c'est une collection publique.
c'est tout. Alors, il s'avère que c'est une proposition. Dans Peinture avec 2 E, ça va pas... Enfin, je sais pas, on va mettre un mot plus court pour que ça charge plus vite. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Alors, il y a des touches effacées, c'est pas évident. Je crois me souvenir d'un... Donc, vous pouvez taper ce que vous voulez, remontera ce qui est disponible dans la collection, et tel que la collection est écrite par ses conservateurs. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet objet existe, qui est une sorte d'outil qui pourrait être considéré comme un outil, mais un outil... d'une certaine manière, je cherche le mot depuis tout à l'heure, enfin distendu, un peu joueur, un outil ludique, je n'aime pas le mot ludique, mais un outil qui joue, dans lequel il y aurait un certain jeu sur la visite de la collection. Je suis désolé, je suis très étonné par les modes d'affichage. Hop. Bon. Cet outil ne fait que modéliser ce que ce serait que construire l'expo, enfin choisir, circuler, visiter, voilà. Mais en même temps, une fois qu'il est installé, de nouveaux acteurs peuvent rentrer en jeu qui sont, par exemple, ceux qui archivent. Et c'est devenu un instrument, cet outil est devenu un instrument, et on pourrait se mettre à travailler sur la base elle-même et faire que certains matériaux remontent plus particulièrement. Enfin voilà. Alors, la question, à mon avis, qui n'a pas été énoncée ce matin, c'est je crois que le spectateur, aujourd'hui, ou le visiteur, est un usager. Et le spectateur numérique lui-même est un usager qui a prise sur le numérique, c'est-à-dire qui produit beaucoup lui-même, qui produit, qui échange, qui en fait autre chose. Et cette proposition est la proposition, moi je remercie le CNAP de m'avoir permis de le faire, mais d'une sorte est une proposition d'artiste. On demanderait à d'autres artistes d'en faire d'autres, ça vaudrait le coup. Je pense que voilà, parce qu'on m'a permis de hacker une base, c'est-à-dire d'utiliser de l'information publique pour fabriquer autre chose. Mais cette question d'explorer quelle forme ou quels usages est très importante du point de vue artiste, commissaire d'exposition, enfin expert, disons d'une certaine manière, au même titre que regarder ce que produit le public et permettre au public de produire quelque chose, c'est-à-dire de se ressaisir du musée aujourd'hui, est aussi un enjeu très important. Désormais, je crois que un visiteur d'une exposition qui a dans sa main à la fois un téléphone qui est connecté à Internet, et dans un téléphone intelligent, qui lui permet d'avoir accès au site et en même temps à des images de ce qu'il est en train de voir, à d'autres informations, en même temps qu'à ses emails, ses tweets ou voilà, sa page Facebook, n'est plus un visiteur réel, enfin tel que vous l'appeliez, tel qu'il me semble qu'on l'a appelé tout à l'heure. Il est un visiteur augmenté, et ce visiteur augmenté a un rapport nouveau au musée. Et il a un rapport qui est presque comparable à celui, enfin ça devient une sorte de visiteur instruit différemment du conservateur, il ne vient pas le remplacer, mais ça se trouve, en tout cas, ou de l'expert, mais il y a un dialogue à installer entre ces différents acteurs, et entre ceux qui font le musée, ceux qui font l'institution artistique, et ceux qui la visitent. Et moi, il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir comment les gens se comportent au musée et le fait qu'ils souhaitent l'habiter. Bon, dans ce que je fais aussi, je crée des sortes de lieux de vie. Je viens de créer un lieu dans le Nord qui s'appelle Imaginarium, qui est consacré au rapport dont j'ai la direction artistique, et au rapport entre sciences, art, entreprise, et dans le domaine du numérique, et qui est consacré aux applications à la direction artistique. La question en fait, il y a des nouveaux rapports et à de nouveaux objets qu'il y a, je pense, à expérimenter et qu'il faut approfondir. Et ne parler que de médiation, de communication, de valorisation et surtout de retour ou de conversion du visiteur virtuel en visiteur réel, c'est pas se poser la question de ce nouveau visiteur, qui est un habitant du musée et de la culture. Et je pense que cette notion de nouvel espace de vie et de nouvel espace d'information auquel nous contribuerions collectivement, et en fait de nouveaux réseaux sociaux autour de l'art ou dans le domaine de l'art, est une question super importante et que les artistes et nous tous devons l'envisager pas seulement d'un point de vue marketing ou d'un point de vue de la médiation, qui sont des points de vue qui ne se sont pas rénovés, bizarrement. Merci. Merci beaucoup, Pierre.
J'aime beaucoup votre concept de visiteur augmenté. Je vais juste vous montrer le PDF. Voilà. Dans l'exposition jaune, voilà, par exemple, qui s'appelle Jaune, je vais essayer de réduire. Voilà, chaque fois que le visiteur vient faire une requête, il produit un catalogue. Ce catalogue est un PDF qui fait peur à mon éditeur, qui d'habitude édite en papier et qui le fascine en même temps. Ce catalogue s'appelle un autobook, il est signé du CNAP. Il a une date parce que cette collection s'augmente tous les jours. Donc, il contient toute la liste des œuvres qui seront présentées, de la requête, en l'occurrence la 96 qui répondait. Et il est tout de suite maquetté avec toutes les informations qu'il faut. Il est imprimable, il est transmissible à quelqu'un d'autre. Bon, moi, cette possibilité-là, cette sorte d'anticipation sur les usages m'intéresse. Et c'est une anticipation qui est faite sur une modélisation des usages. Il y a une sorte de parodie qui est de faire, on referait comme une petite exposition, comme une sorte d'exposition. Qu'est-ce que serait une exposition ? Le mur blanc, la simèse, la circulation. Il n'y a pas d'exposition sans catalogue, il n'y a pas d'exposition sans transmission à quelqu'un d'autre. Et en même temps, en faisant ça, on invente d'autres formes. Voilà. Et je pense que... Mais dans le cadre d'une... comment dire ? Il ne s'agit pas effectivement de... Après, peut-être tout ça peut se médier ou peut se marketer, mais la question n'est pas là. C'est plutôt qu'est-ce que produit l'expérience de l'exposition. Ouais. Alors, le fait que vous nous montriez l'autobook, comme vous l'appelez, et alors ce que vous nous avez montré avant avec cette visite, cette balade dans les collections du CNAP, m'interpelle tout de suite, m'incite à vous poser la question des droits. On l'évoquait tout à l'heure, comment le CNAP peut gérer les droits dans un cas comme ça et autoriser surtout la dissémination via l'autobook, par exemple. C'est quasiment une activité d'édition, d'auto-édition et de dissémination absolue. Alors moi, il y a plusieurs trucs dans la question des droits. Après, je leur laisserai la parole sur les... En fait, on avait le droit sur les images, justement, de se servir des images. Il ne s'agit pas des œuvres, il s'agit de la documentation et dans les contrats, les artistes... Justement, moi, c'est un des aspects qui m'intéressait. Il n'y a pas tous les droits. Certaines œuvres n'ont pas d'image. Voilà, ça, c'est intéressant. Et donc, elles sont juste représentées avec une case vide. C'est une des possibilités. Et après, de l'autre côté, sur la question des droits, moi, j'ai tous les droits. Et ça, c'est une bonne idée du point de vue... C'est-à-dire, j'ai les droits d'inventer un nouvel objet. Je pense que ce spectateur numérique, justement, lui-même a tous les droits. Et il les prend. Et très souvent, on les réduit, ou on essaye de le manipuler du point de vue d'organiser ses droits à l'image, en les orientant, en créant une sorte de nouvelle chaîne de diffusion, une chaîne très restreinte. Et on n'a pas le regard sur... je pense qu'il y a une phase qui est très importante. Il faudrait un laboratoire des usages. Ou un laboratoire, mais comme des artistes ont créé de nouveaux lieux, un nouveau lieu s'est créé, qu'il faut aussi observer. Est-ce que le CNAP a tous les droits d'utiliser la... Alors ça ne va pas être le bon terme, vous allez me détester, Pierre. La mécanique ou le moteur que vous avez imaginé en tant qu'artiste pour y injecter les... Vous disiez que vous aviez 100 000 œuvres. Est-ce que donc à terme, les 100 000 œuvres vont se retrouver dans cet outil formidable ? Oui, a priori, moi je suis parti là-dessus. C'est-à-dire je ne juge pas des objets. Et donc c'est pour ça que c'est un générateur, c'est un objet intégrateur et qui produit une forme en expansion. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est qu'elle se renouvelle sans arrêt à l'initiative du lieu du CNAP, quoi. Oui, alors le CNAP-N est en outre une commande publique in process, en progression, c'est-à-dire qu'à la faveur d'autres projets dont je vais parler, en particulier pour 2013, non seulement on va avancer sur les droits, ça nous permet finalement, chaque fois qu'on va activer le générateur, ça nous permet, selon des contenus dont j'ai parlé différents bien sûr, ça nous permet aussi de continuer à avancer dans la question de la gestion des droits. C'est pour ça qu'il y a 100 000 œuvres environ, même un peu plus, mais pour l'instant, tu as travaillé avec un nombre plus limité qui correspondait à tous les contrats qu'on avait revus. Et voilà. Mais on avance, donc ça permet aussi d'avancer sur cette question, y compris de la couverture iconographique, et réduire de plus en plus les cases sans images. Donc ça fait travailler aussi dans le réel les équipes. Et précisément, l'intérêt pour nous aussi de ce projet, c'est qu'on souhaite qu'il génère de plus en plus de projets dans le réel.
et qui n'est pas cette sorte de unidimensionnalité d'un projet virtuel. Et alors, en l'occurrence, par exemple, ce qu'on a vu ici, c'est une version qui porte un peu sur la totalité des documents encodés. Donc, ce n'est pas la totalité de la collection, mais voilà. Donc, à terme, oui, cette version-là pourra permettre de travailler sur toute la collection dans quelques années. Mais en outre, on va post-produire l'objet, par exemple, pour 2013, Marseille 2013, avec un commissariat, parce qu'effectivement, on n'a pas trop eu le temps de parler de la question des commissariats qui peuvent venir se greffer effectivement sur le CNAP-N. Donc, en l'occurrence, Patrick Tosani travaille déjà sur la collection photo. Sur sa enfin voilà, bon, j'en dis pas plus parce que c'est en cours. Dans l'idée effectivement de l'atlas, fameux atlas d'Abby Warburg, parce que lui aussi travaille un peu sur cette idée de séries et de bases de données. Donc un travail va être fait avec Pierre dans le virtuel, et en même temps il y aura 2 plateaux à la Friche Belle de Mai. Donc ça va aussi générer en même temps une exposition. Voilà. Quand tu dis que le commissaire dont tu parlais, il va s'occuper d'une exposition, est-ce que les photos qu'il va sélectionner pour cette exposition utiliseront aussi le générateur de Pierre ? Oui, c'est-à-dire que ça ne sera pas la version en ligne de l'exposition, surtout pas, mais il y aura tout un jeu. Il y a un rendez-vous prévu de travail au mois de mai entre Patrick Tosani, photographe, et Pierre. Mais précisément, on aura 2 projets, c'est-à-dire une exposition, le générateur. Le générateur ne se contentera pas simplement d'avoir encodé les images, mais c'est un travail, on ne va pas en parler puisqu'il n'est pas encore défini, mais en tout cas qui fera ce va-et-vient entre effectivement le regard et le travail de commissaire de Patrick Tosani, le CNAP-N, et puis la question de l'exposition aussi sur 2 plateaux, et qu'on imagine, on essaie déjà d'imaginer un processus dans le temps, c'est-à-dire que effectivement à partir de juillet 2013 jusqu'en septembre, on souhaite aussi faire en sorte que peut-être toutes les semaines il y ait une rotation des œuvres. Enfin, on va essayer aussi d'imaginer quelque chose d'autre et un travail temporel sur cette collection, qui encore une fois pour nous est un peu inconnue. On la découvre aussi, c'est une forme de carottage, et donc finalement activer CNAP-N, c'est pour nous toujours découvrir des œuvres parce qu'on les connaît évidemment pas toutes. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est autour de la question du commissariat, qui est ultra importante, c'est-à-dire comment on remonte cette collection, qu'est-ce qu'on montre. C'est le travail du tout numérique, c'est-à-dire du très grand ensemble, et de la partie qui serait l'exposition. Cet objet ne vient pas du tout détruire, et même il vient se placer à côté des œuvres elles-mêmes quand elles sont présentées. Voilà, il n'est pas du tout en compétition. C'est comme la boîte en valise de Duchamp par rapport au grand verre. Et ça en est la version mobile, la petite valise, et qui en même temps recèle un autre potentiel. Et après, la question, c'est pour le CNAP, moi tel que je l'ai imaginé, c'est aussi avoir une sorte d'autre lieu pour ce lieu pour cette collection qui est une collection très difficilement montrable dans son intégralité, impossible à montrer en son intégralité. Quand le CNAP a occupé le Tripostal à Lille à la fin de l'année dernière, c'était 193 œuvres qui étaient déployées dans un bâtiment, dans une très grande surface, quoi. Et du coup, se dire qu'on en montrerait beaucoup, c'est une très grosse difficulté. Et du coup, rendre visible l'espace plutôt... pour moi, j'ai essayé de créer un nouvel espace pour le CNAP qui soit dans l'espace du numérique. Voilà. Et pour qu'il soit aussi, et en se disant qu'il allait être disponible à y faire du commissariat, à y faire de l'édition, à accueillir des pièces numériques. Voilà. Et c'est une sorte d'extension au même titre que quand Patrick Bouchin imagine pour Beaubourg le Pompidou mobile. Mais on peut... D'ailleurs, le Pompidou virtuel aura sans doute à peu près les mêmes compétences. Juste pour préciser aussi, le CNAP-N, dans sa première occurrence, on pourrait dire, fonctionne sur un principe aléatoire, mais on va réfléchir dans les années à venir peut-être à penser à d'autres architectures, puisque c'est élastique, et par exemple travailler aussi sur des modalités ou des muséographies autres, enfin que sais-je, pour justement faire venir non seulement des commissariats, mais aussi des résidences, à la fois ou d'écrivains ou d'artistes, puisque c'est absolument possible.